Excellent début de semaine à tous, bienvenue à cette édition d'Écho d'Afrique. Présidentielle du 11 avril au Tchad, la dernière ligne droite est amorcée. Plus que 6 jours et les électeurs se rendront aux urnes pour choisir leur prochain président. 7 candidats sont en liste dont le président Idriss Déby Itno, 69 ans, qui brigue un 6e mandat. À travers le pays, les candidats vantent leur programme pour conquérir l'électorat. Dans les rangs de l'opposition, le secrétaire général du mouvement des patriotes tchadiens pour la République, la formation du candidat qui est porté par plusieurs partis, sonne la charge contre un régime qui n'a pu offrir le moindre kilomètre de bitume à la ville qui produit du pétrole depuis bientôt 20 ans. Pour sa part, le candidat Brice Baymon dénonce la famine qui sévit dans le bassin pétrolier. Côté pouvoir, le parti du président sortant s'est désormais compté sur le soutien de l'ancien chef rebelle Bassa Balé, plus connu sous le nom de Père de la Brousse, qui a décidé d'appuyer la candidature d'Idriss Déby. Les chefs de guerre accusés d'avoir massacré les civils en RCA avaient été arrêtés par la MINUSCA puis remis aux autorités tchadiennes. Il avait été jugé condamné à 8 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité le 15 janvier 2015. En août, à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance du Tchad, il avait bénéficié d'une grâce présidentielle avec plus de 500 autres détenus. Il avait rejoint les rangs de l'opposition et militait contre le 6e mandat du président actuel. À la tête du parti, le Front populaire pour le redressement, sa candidature pour ce scrutin a été rejetée. Il y a quelques semaines en arrière, il s'affichait aux côtés de l'opposant Yaya Dillo Dirou, candidat à la présidentielle du 11 avril prochain. Dans le pays, cette allégeance d'Abdelkader Babalade au parti au pouvoir soulève des interrogations. D'une présidentielle à une autre au Bénin, c'est aussi la dernière ligne droite avant le scrutin du 11 avril. Les 3 duos de candidats rivalisent d'ardeur, de discours et de promesses pour s'attirer la faveur des 4,9 millions d'électeurs attendus aux urnes. Dans cet élan, le duo formé par Alassane Soumanou Dimba et Paul Hoppé du parti Force au Kori pour un Bénin émergent a promis le retour des exilés politiques et la suppression des juridictions d'exception en cas de victoire. Ce parti critique la gouvernance de Patrice Talon portée à la tête du pays depuis le 6 avril 2016. Face à ce duo, 2 autres, celui du président sortant et celui de Corentin Kouré, candidat dissident du parti d'opposition, les démocrates. Le Bénin, pays d'Afrique de l'Ouest, s'apprête ainsi à vivre un scrutin inédit auquel les grandes figures de l'opposition ne participeront pas. Elles se trouvent en exil ou condamnées à des peines d'inéligibilité. D'autres ont vu leur candidature recalée par la commission électorale car ne disposant pas d'un nombre suffisant de parrainages pour y participer. Au Niger, le nouveau premier ministre est connu, Oumoudou Mohamedou, puisqu'il s'agit de lui, est un homme du sérail de l'ex-président Issoufou Mohamedou, nommé ce week-end par le nouveau président. Âgé de 66 ans, il a été le directeur de cabinet de l'ex-président pendant 6 ans, élu député aux législatives de décembre 2020, 2 fois ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Industrie de 1991 à 1993, puis des Finances de 2011 à 2012. Oumoudou Mohamedou appartient à un premier cercle des fidèles de l'ex-président nigérien. Selon ses proches, il est très écouté par l'appareil du parti au pouvoir depuis 2011, le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme. La composition du nouveau gouvernement est très attendue dans le pays. Mohamed Bazoum, 61 ans, a été investi président vendredi. Il a été élu à l'issue du second tour de la présidentielle du 21 février avec plus de 55% des voix face à un ancien président Maman Ousmane qui n'a pas reconnu jusqu'ici sa défaite. L'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan ont repris dimanche 4 avril à Kinshasa leurs négociations autour du méga barrage éthiopien sur le Nil bleu. Ce projet de centrale hydroélectrique est présenté comme vital pour Addis Abeba et perçu comme menace par le Caire et Khartoum. Après plusieurs échecs dans les pourparlers entre les 3 pays, les négociations de Kinshasa sont perçues comme celles de la dernière chance. Elle se fixe comme objectif, selon l'hôte de la réunion, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, qui exerce aussi la présidence annuelle de l'Union africaine depuis février, de déclencher une nouvelle dynamique.
laquelle doit permettre de remplir et faire fonctionner le barrage de la Renaissance dans les prochains mois et avant la prochaine saison des pluies. Addis Abeba a annoncé en octobre que la première phase des opérations de remplissage a été menée en août 2020. L'Éthiopie affirme que l'énergie hydroélectrique produite par le barrage sera vitale pour répondre aux besoins en énergie de ses 110 millions d'habitants. L'Égypte, qui dépend du Nil pour environ 97% de son irrigation et son eau potable, considère le barrage éthiopien comme une menace pour son approvisionnement en eau. Le Soudan, quant à lui, craint que ses propres barrages ne soient endommagés si l'Éthiopie procède au remplissage complet du GED avant qu'un second accord ne soit conclu. Le grand barrage de la Renaissance éthiopienne est une source de tension entre les trois pays depuis la pose de la première pierre il y a tout juste 10 ans, en avril 2011. Le GED pourrait devenir le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique avec une capacité annoncée de près de 6500 MW. Et puis, le ministère éthiopien des Affaires étrangères a annoncé ce week-end que les forces érythréennes ont commencé à se retirer de la région du Tigré, dans le nord de l'Éthiopie. Le retrait des soldats érythréens fait suite à des accusations selon lesquelles ils sont responsables de violations des droits de l'homme, notamment de viols, de pillages et de meurtres de civils. Les États-Unis, l'Allemagne, la France et d'autres pays du G7 ont appelé vendredi à un retrait rapide, inconditionnel et véritable des soldats érythréens suivis d'un processus politique acceptable pour tous les Éthiopiens. Pendant des mois, l'Érythrée et l'Éthiopie ont nié la présence de troupes érythréennes malgré des dizaines de témoignages. Le 23 mars, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a reconnu leur présence à la suite de la pression internationale croissante. L'Érythrée n'a toujours pas reconnu la présence de ses soldats en Éthiopie. Le Programme alimentaire mondial a annoncé samedi avoir suspendu ses vols d'évacuation de la péninsule d'Afungi dans le nord du Mozambique pour des raisons de sécurité, 9 jours après l'attaque djihadiste dans la ville de Palma. C'est que le 24 mars, les groupes armés ont attaqué la ville portuaire de 75 000 habitants, tuant des dizaines de civils, policiers et militaires. Le raid soigneusement préparé, lancé à seulement quelques kilomètres du méga-projet gazier du groupe français Total sur la péninsule d'Afungi, a été revendiqué par le groupe État islamique. L'agence de l'ONU a aidé à transporter par avion des personnes les plus vulnérables vers la capitale provinciale, mais depuis vendredi, les vols sont suspendus en raison de la détérioration de la situation sécuritaire. À noter que près de 10 000 personnes ont été déplacées par l'attaque selon l'Organisation internationale pour les migrations. Quelques 23 000 autres se trouveraient encore dans la région. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente semaine en compagnie de nos programmes.